Bienvenue à ce premier webinaire de l'innovation complètement organisé et animé par Laval Mind Technopole, puisque Charlotte avait eu l'occasion d'en animer un avec nos collègues de La Rochelle, mais celui-ci, il est 100% LMT. Et donc, voilà. Oui? Sandrine, si je peux me permettre, le son diminue, sauf si c'est uniquement chez moi. Ah, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de son également? Non, pas chez moi. De mon côté. Non, pas chez vous. Ouais, le son est C'est de bon moi chez que ça moi vient. aussi. Bon, je vais me régler. Excuse-moi. Ah. Est-ce que je parle assez fort ou est-ce que... Pour moi, c'est bon. Ça marche. Super. Bon, bah, j'espère que ça va aller, du coup, Isabelle, que ça va pas trop se reproduire. C'est bon, j'ai augmenté à fond le volume. Impeccable. Eh bien, voilà, comme je vous disais, bienvenue à ce webinaire donc, qui s'intitule « Réaliser un état des lieux de son entreprise pour identifier ses avantages concurrentiels ». Donc, je m'appelle Sandrine Hélène Trouillard. Donc, je travaille depuis 2006 à Laval Mind Technopole. Donc, Laval Mind Technopole, c'est une association qui est le référent de l'innovation sur le département de la Mayenne. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà notre structure. Et donc, après avoir fait des études dans l'innovation et avoir accompagné pendant 11 ans les startups de l'incubateur de Laval Mind Technopole, depuis 2017, donc j'ai rejoint le pôle service et donc mes collègues Charlotte Duval et Stéphane Langlais pour un peu transférer ces méthodologies et accompagner du coup les PME dans leurs projets d'innovation également. Alors, il y a peut-être un micro. Je vais juste me permettre de couper s'il y a des micros qui... Voilà. Donc, pour le fonctionnement du jour, donc, ce que je vous propose, c'est de mettre dans le chat, de couper vos micros et puis dans le chat, de poser vos questions au fil de l'eau, donc quand elles vous viennent. Peut-être que j'y répondrai en cours de route, mais en tout cas, de toute façon, j'y répondrai à la fin, parce que ça dépend si je suis partie dans mon déroulé. Des fois, les questions, ça fait perdre un peu le fil, mais si je peux, j'y répondrai au fil de l'eau, en tout cas. Mais n'hésitez pas à les mettre. Et puis, n'hésitez pas également à mettre, si vous le souhaitez, des petits messages dans le chat. Comme ça permet de se sentir un petit peu moins seul, puisque quand je vois le chat, je ne vois pas vos caméras, et donc je me sens parfois un peu en train de parler toute seule à mon PowerPoint. Voilà, alors donc, c'est parti. Je vous propose, pour démarrer, une petite question dans le chat. Alors, s'il veut bien me passer. Voilà, c'est ça. Alors, voici 3 logos, 3 entreprises. Et alors, la petite question que je vous propose dans le chat, c'est quel est leur point commun? Quel point commun voyez-vous entre Kodak, BlackBerry et Le Bon Coin? Alors moi, je vois pas du tout les chats là. C'est ça que je suis en train de chercher. Alors, vous avez une petite bulle normalement sur le côté à droite, ou alors c'est quelque chose qui... En fait, c'est planté sur la page pour me connecter via numéro de téléphone. Et en fait, ça bascule sur rien. Alors, attendez. Bon, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. J'espère que ça va se remettre. Ouais, j'espère aussi. Ce sera plus simple quand même. Ah, ça y est. Ouais, c'est bon. Je pense que ça va être mieux. Très bien, parfait. Ah, je vous vois. C'est bon. Merci. Excusez-moi. Bonjour nouveaux arrivants. Donc alors, on a Isabelle qui nous propose perte de marché. Aline Gégou qui nous dit innovation et l'échec. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je vous laisse chercher un petit peu. Moi, je vais pas... Je vais vous dire après ce que l'on pense. Ils n'ont pas réussi le virage technologique. Ils sont trop restés sur leurs acquis. Alors, c'était des emprises numériques, oui, tout à fait. Rupture du digital, ouais, voilà, c'est ça. En fait, leur point commun, c'est vraiment des entreprises qui n'ont pas su s'adapter, qui n'ont pas su évoluer et qui se sont fait finalement rattraper par la concurrence. Donc, le Kodak, vous n'êtes pas sans connaître cette entreprise, donc, qui a vendu pendant des années des pellicules pour appareils photo argentiques.
Ils avaient développé en interne des technologies numériques, mais ils les ont mises de côté. Ils ne se sont pas vraiment intéressés à ça, puisqu'ils ont eu peur finalement de perdre la vache à lait qui était le pellicule et le développement des pellicules photo. Et donc là, l'entreprise existe toujours, mais ils sont quand même au bord de la faillite depuis 2012 et ils cherchent vraiment un second souffle. BlackBerry, c'était les téléphones avec des petits claviers, avec des petites lettres. Donc, c'était le premier téléphone intelligent, le premier smartphone. Mais ils ont complètement raté. Ils ont le virage du smartphone avec l'écran tactile et puis l'intégration des applications. Donc, depuis septembre 2016, BlackBerry ne fabrique plus de téléphone. Et puis Le Bon Coin, c'est une entreprise qui pendant aussi des années était un incontournable. C'était quasiment aussi une situation, pas de monopole, mais vraiment pratiquement tout le monde, en tout cas en France, vendait sur Le Bon Coin. Même mes parents qui ne sont pas du tout dans le numérique vendaient des choses sur Le Bon Coin. Et puis depuis quelques temps, ils se font un petit peu grignoter des parts de marché sur différents segments par des nouveaux entrants, comme pour ceux qui connaissent Vinted par exemple, qui a développé vraiment prend les parts de marché sur tout ce qui est vêtements, jouets et puis maintenant aussi décoration de la maison. Ils ont travaillé sur une expérience beaucoup plus complète avec des critères de recherche plus fins et des annonces plus détaillées. Et puis également, ils ont pris le rôle de tiers de confiance puisqu'un des soucis du Bon Coin, c'est qu'on peut tomber sur des acheteurs pas forcément très honnêtes et donc ça pose problème. Donc, le constat qu'on peut faire par rapport à ça, vous en êtes tous rendu compte, c'est que l'écosystème, finalement, il est en mouvance constamment. Les clients changent, la concurrence change, les technologies évoluent. Ça, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose à ce niveau-là. Et donc, ça va toujours de plus en plus vite. Ce qui fait que si on ne s'adapte pas, on se fait doubler. Et ça, c'est le risque de toute entreprise. C'est pourquoi il est important de prendre le temps, de faire l'état des lieux de son entreprise. D'où le webinaire d'aujourd'hui. Voilà, l'introduction étant faite. Alors, quand je parle d'innovation aux étudiants, donc par exemple dans l'entrepreneurial, quand on les accompagne dans leurs projets, la première question que je leur pose, c'est comment savez-vous si vous êtes innovant? C'est une question que je vous pose maintenant dans le chat également. Comment est-ce que vous savez si vous êtes innovant? Comment vous faites pour savoir ça? Ah, il y en a qui ne savent pas. Vous saurez dans quelques minutes, vous aurez peut-être la réponse. Alors, apporter d'une compétence différenciante. On résout un problème non résolu à ce jour, oui. Le produit n'existe pas sur le marché visé. Je suis en mesure de proposer un produit différent par rapport à mes concurrents. Voilà, vous avez mis le point sur ce que je voulais vous faire voir, c'est en faisant de la veille finalement, en se comparant par rapport à ses concurrents. Si on ne se compare pas, on est seul dans un écosystème, personne autour, ou si on ne regarde pas autour de soi, on ne peut pas savoir finalement si on est innovant par rapport à ce que propose l'autre. C'est pourquoi la première partie de mon intervention va être sur étudier la concurrence. Donc, étudier la concurrence, ça a plusieurs intérêts. Ça permet de comprendre les forces et faiblesses de vos concurrents avant de vous lancer sur un nouveau marché, par exemple. Ça permet d'anticiper les attaques des concurrents et de conserver ou gagner des parts de marché. Ça permet de vérifier la viabilité d'un projet. Est-ce que, puisque le marché est déjà saturé avant de lancer quelque chose, est-ce qu'on ne va pas directement dans le mur quelque part? Et ça permet de mieux se positionner sur le marché en mettant en évidence l'avantage compétitif qu'on a par rapport à la cible qu'on vise. Donc, étudier la concurrence, ça signifie déjà identifier ses concurrents. Donc, qui sont mes concurrents? Je vais vous prendre un exemple. Donc, si on prend l'exemple du café, on veut prendre un café, on a le choix entre plusieurs marques. Alors, on a Carte Noire, Jacques Vabre, L'Or, Grand-Mère, Maison du Café, Nescafé, Lavazza, je ne vais pas tous les faire, Saint-Marco, mais il y a vraiment pléthore. Si en plus on peut rajouter les torréfacteurs, les artisans torréfacteurs, on a vraiment pléthore de choix. On a aussi plusieurs façons d'infuser son café. On peut l'aimer café filtre, le café
cafetière italienne, Piston, la Senseo, enfin tout un tas de capsules différentes, de dosettes, etc. Donc tout ça, c'est facile à identifier. Finalement, quand on veut proposer du café, c'est notre concurrence directe. Mais il n'y a pas que ça. Donc si je reprends mon exemple du café, quand le café est arrivé en France au XVIIe siècle, au final, c'était quelque chose d'innovant. Personne ne connaissait le café, personne n'en avait bu. Mais le café n'était pas pour autant sans concurrence. Parce qu'en fait, je peux très bien substituer mon café par autre chose. Alors, du café lyophilisé, ça peut être du café décaféiné, du thé, la tisane, un chocolat chaud, ou bien en fonction de l'heure, ça peut être un jus d'orange, ou encore une boisson énergisante si je cherche finalement à me réveiller, à bénéficier de la caféine. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les produits de substitution, et c'est ce qu'on appelle également la concurrence indirecte. Mais c'est pas fini. Si je prends un troisième exemple sur l'exemple de mon café, en fait, quand je prends un café, ça répond à plusieurs types de besoins. Ça peut être d'abord dans un contexte de sociabilisation, pour l'expérience que ça procure d'être avec mes amis à la terrasse d'un café ou dans un bar, par exemple. Ou bien avec la famille quand on se retrouve. Ça peut être aussi un besoin de gagner du temps quand je dois prendre un train que je suis en retard. Ça peut être à la maison, tout simplement un excellent café pour me faire plaisir, parce que je suis amateur de café, amatrice en l'occurrence. Au bureau, avec les collègues pour échanger autour de la machine à café, etc. Donc, on voit que là, on entre en plus dans cette question de concurrence directe ou indirecte, la question du besoin auquel on répond, au moment de consommation, et donc aussi à l'expérience d'achat. Ce qui fait que quand vous devez étudier la concurrence de votre entreprise, il faut la regarder sur tous ces aspects. Donc ça peut être plus ou moins simple selon les secteurs d'activité, bien entendu, mais il convient vraiment de regarder la concurrence directe, la concurrence indirecte de substitution, et puis toutes les alternatives à la réponse aux besoins. Et donc, pour bien faire, il faudrait également le faire sur toutes les catégories de produits différents que vous proposez au sein de votre entreprise. Donc ça, c'est pour la concurrence existante, mais il y a également la concurrence potentielle. La concurrence potentielle, vous allez me dire, comment je fais pour l'identifier? C'est quand même pas simple, puisqu'elle n'est pas là sur le marché. Donc voilà, en résumé, si on reparle de la théorie avec les forces de Porter, donc Porter a identifié 5 types de concurrence, donc les concurrents directs du secteur, je l'ai déjà dit, donc soit les entreprises directement rivales, les entrants potentiels, les substituts, les clients, les fournisseurs. Donc les clients en direct, vous les connaissez bien, vous les voyez sur les salons auxquels vous allez, vos salons professionnels, vous les voyez en concurrence chez vos clients, ils répondent aux mêmes appels d'offres ou aux mêmes mises en concurrence, ça, il n'y a pas de souci. Mais les nouveaux entrants comme des startups, on ne les voit pas venir. Et elles peuvent vous disrupter, comme disent les startups aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, avec le confinement, il y a un nouvel outil qui a explosé, c'est l'outil Zoom, qui était quasiment inconnu et qui a complètement, qui a pris une place importante à côté de Skype ou de Microsoft Teams qu'on connaissait bien. Et donc, pour l'identifier, il faut repartir finalement de la filière dans laquelle on est intégré. Donc, si je reprends mon exemple du café, si je reprends cet exemple de filière, depuis la production jusqu'au consommateur final, on va trouver tout un tas d'intermédiaires. Donc, la première transformation, le négoce, le transport et la logistique, l'importation, la torréfaction, la distribution, et puis également la restauration hors foyer, avant de toucher ce consommateur final. Donc, les nouveaux entrants, finalement, on peut essayer de les identifier à ce niveau-là. Donc, soit parce que si je me situe au niveau de la torréfaction, je peux avoir des distributeurs qui se mettent à faire de la torréfaction, par exemple. Ou bien, je peux, même si l'entreprise peut
déjà le proposer, mais en tout cas, voilà, on peut avoir des gens qui vont proposer plusieurs choses, ou alors on a des gens qui vont se mettre dans l'interstice et qui vont rajouter une proposition de valeur à un moment donné. Donc, en étudiant cette filière, c'est là où on peut essayer d'imaginer par où peuvent arriver les nouveaux entrants, en tout cas. Voilà, ça fait quelques moments que je parle. Est-ce que tout le monde va bien? Ceux qui nous ont rejoints en cours de route, tout le monde m'entend bien? Si un petit oui ou un petit OK dans le chat, si c'est toujours tout bon pour vous. Ah, super, voilà. Il pleut des commentaires, c'est génial. Bon, bah super. Alors, je continue. Je ne vous ai pas perdu, c'est très bien. Oui, sur la concurrence potentielle, ce que je voulais aussi vous montrer dans les tendances fortes, hein, les choses qui arrivent sur les marchés de façon forte, c'est ce qu'on appelle la plateformisation. Là, je vous ai mis l'exemple d'une entreprise mayonnaise, donc c'est groupe Mirvo. Ils ont tout un tas d'entreprises pour partie dans la quincaillerie et puis également dans le monde du cheval, hein, dont la marque Hippomat. Donc là, je vous ai remis la capture d'écran du site internet Hippomat. Et donc, si on va sur leur site internet, alors là, c'est un peu petit, vous ne voyez pas très bien, mais par exemple, sur une page de sulky, on va voir qu'ils proposent des sulky de la marque Hippomat, mais également des sulky d'autres marques. Donc, c'est ça qu'on appelle finalement une plateforme. Donc là, c'est un exemple de produit grand public, mais ça s'applique aussi au B2B. C'est cette tendance très lourde. Et beaucoup sont à dire que bientôt, finalement, il y aura des plateformes dans quasiment tous les secteurs d'activité. Et on vous encourage à se poser la question, si vous n'êtes pas demain la plateforme, vous-même la plateforme de référence de votre secteur d'activité, bah, posez-vous alors la question, qui viendra vous plateformiser? Puisque vous serez peut-être les produits référencés par une autre plateforme demain. Donc là, voilà, juste une petite ouverture. Ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, je vous ai mis la référence d'un article de Christian Traville, directeur de la Technopole, qui parle très bien de ça. Donc, une fois qu'on a identifié nos concurrents, qu'on a imaginé des concurrents, qu'on a essayé de voir nos concurrents potentiels, on peut se comparer en faisant tout simplement une petite grille, un outil très simple qu'on utilise quand on accompagne les entreprises également. Donc là, vous voyez, vous allez juste positionner votre entreprise et puis plusieurs entreprises concurrentes, directes ou indirectes, ou voire nouveaux entrants que vous avez identifiés. Vous pouvez lister des éléments factuels, son chiffre d'affaires, son effectif, les produits et services qu'elle propose, son modèle d'affaires, et puis évaluer tout un tas de critères avec une petite note, pardon, ce n'est pas la même chose qu'une notification, en reprenant par exemple la qualité, est-ce que sa qualité elle est meilleure ou moins bien que la vôtre, quels sont les segments de clientèle qu'il vise, est-ce qu'ils sont les mêmes complètement ou pas, par exemple la stratégie de communication, la stratégie de production, est-ce qu'ils font en propre ou est-ce qu'ils sous-traitent, etc., etc. Enfin là, vraiment, la liste des critères, elle est vraiment quasiment infinie en fonction de votre entreprise. Et ça, on y reviendra tout à l'heure, je vous expliquerai comment on peut ensuite se comparer à ses concurrents. Donc en conclusion, maintenant qu'on a bien dressé un panorama de comment connaître sa concurrence et se comparer, on va pouvoir passer à l'étape d'après, qui est finalement faire l'état des lieux de votre entreprise. Alors là, je vais rentrer dans la présentation d'un certain nombre d'outils, sans être exhaustif, parce que c'est pareil, des outils, il y en a beaucoup, mais voilà, l'idée, c'est de vous présenter des outils que nous, on utilise habituellement avec les entreprises qu'on accompagne, notamment dans le programme Apollo. Ce sont des outils simples à comprendre et rapides à mettre en œuvre, parce que voilà, nous, on est vraiment partisans de ce type d'outils. Les choses trop compliquées, c'est pas forcément très ce qu'on préfère. En préambule, donc pour faire l'état des lieux de votre entreprise, pour bien faire cet exercice, la difficulté, c'est qu'il faut vraiment essayer d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire ni trop positif, ni trop pessimiste. On a des entreprises où, par exemple, ils sont peut-être trop modestes ou trop pessimistes, mais en tout cas, ils ont beaucoup de difficultés à identifier quels sont leurs points forts.
De l'autre côté, mais on peut aussi avoir des gens qui sont au contraire trop positifs et qui vont sous-estimer la concurrence, les nouveaux entrants ou l'évolution du marché. Donc, si possible, quand on fait cet état des lieux, l'idée, c'est de le confronter avec d'autres personnes, soit des personnes de votre entourage, des personnes de l'entreprise, de préférence qui connaissent un peu l'entreprise pour apporter un point de vue, ou bien des chefs d'entreprise, d'autres chefs d'entreprise de votre réseau, quelqu'un de neutre qui saura vous dire les choses franchement et à qui vous avez suffisamment confiance pour écouter aussi le retour et le point de vue. Ou ça peut être la Valmain Cryptopol si vous le souhaitez. Donc le premier outil, c'est un outil très simple au final, c'est ce qu'on appelle une carte mentale, une mind map, mais ça peut être sous un autre format. C'est une carte de l'écosystème de l'entreprise que nous, on utilise quand on va avoir une entreprise ou qu'on utilise dans le cadre du challenge compétences. Finalement, ça dresse le panorama de tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Donc, vous voyez ici l'entreprise, on va reprendre par exemple son historique, ses valeurs, son ADN, ses activités clés, comment elle est organisée, les produits-services qu'elle propose, qu'est-ce que c'est, pour quels usages, quelle valeur ajoutée elle apporte, quel positionnement. Alors ça, pareil, il faudrait le faire pour chaque produit ou chaque service. Qui est la clientèle, qui utilise, qui paye, qui n'est pas client aussi, et pourquoi ils ne sont pas clients. Après, on va passer sur le côté modèle d'affaires, quels sont les coûts, les sources de revenus, les canaux de distribution, la publicité, la communication, les contraintes qu'elle peut rencontrer. Et puis, on en a parlé longuement, mais la concurrence. Bien sûr, tous ces outils, vous les aurez puisqu'on vous enverra les supports de présentation. Et puis, comme le webinaire est enregistré, vous pourrez également le revisionner si vous le souhaitez. Donc voilà, un exemple de ce que ça peut donner pour une entreprise. Donc là, c'était dans le cadre du challenge compétences, l'entreprise Porsolt qui est basée près de là-bas. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette carte de l'écosystème, on peut passer à un autre outil qui est assez connu, je pense que certains d'entre vous doivent le connaître, qui s'appelle le SWOT en anglais, pour Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, et qu'on appelle en français Force, Faiblesse, Opportunité, Menace. Mais ça se dit moins bien, FFOM, ça marche moins bien. C'est un tableau à double entrée. Donc, très simple, vous avez en haut la partie interne à l'entreprise, donc vous allez pouvoir noter les forces internes à votre entreprise ainsi que ses faiblesses, donc des choses sur lesquelles vous avez la main finalement, et en dessous, ce qui est plutôt externe, donc plutôt en lien avec l'environnement. Donc, ce qui est positif, ce sera une opportunité finalement, et ce qui est négatif, ce sera une menace potentielle pour l'entreprise. Dans vos forces, il faut vraiment réussir à identifier ce qu'on appelle les compétences distinctives, donc des compétences qui ne sont pas banales au final. Dans le monde des startups, on appelle ça le unfair advantage. Ça, c'est vraiment très tendance chez les startups. Mais quel est votre unfair advantage, votre avantage que les concurrents ne pourront pas copier ou ne pourront pas acheter facilement? Ce sont des savoir-faire, des expertises. Ça peut être une base client, la connaissance du marché ou un accès privilégié au marché. Donc ça constitue finalement des barrières à l'entrée pour les autres entreprises ou pour des nouveaux entrants. Et ça permet de se différencier de façon significative et durable de la concurrence. Donc ça, c'est vraiment un point à travailler quand vous faites votre SWOT. C'est vraiment le unfair advantage. Hop, à nouveau, je vous remets un petit exemple de SWOT d'une entreprise que nous avons accompagnée dans un programme Apollo. Je ne vais pas forcément y passer trop de temps, mais vous voyez que ça peut être quelque chose de fait assez simple et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup au final. Ce qui est important, juste, il faut essayer d'équilibrer les blocs et ne pas avoir une force et 10 faiblesses ou inversement. Il faut vraiment essayer d'avoir un peu partout. Alors, pour ceux qui aiment la nouveauté ou pour qui le SWOT c'est un peu trop carré, il y a un nouvel outil alternatif
commence à émerger, qui est intéressant aussi, qui s'appelle Tous dans le même bateau. C'est une métaphore finalement pour laquelle l'entreprise est un bateau avec l'équipage du bateau qui sont les salariés et puis le ou la dirigeante ou les dirigeants. Ce bateau, il a un objectif qui est une île au trésor. Vous ne voyez pas ma souris, mais vous voyez en haut à droite, vous avez l'île au trésor. C'est l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et ce bateau, pour y aller, il va devoir jouer avec les vents. Donc, oui, c'est un speedboat, tout à fait, Isabelle. Je vous ai remis le lien où vous pouvez télécharger gratuitement la matrice sur. Donc, je disais, oui, les vents, les forces internes, finalement, ce sont les vents qui soufflent dans les voiles. Et les forces externes ou les opportunités, ce sont les vents à l'extérieur des voiles. Donc, ça va être les alizés ou quelque chose comme ça. Les faiblesses de l'entreprise, ce sont les ancres. Qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Et puis, les menaces, ce sont les requins. Donc, voilà, c'est une autre façon, mais ça peut parfois parler plus à certaines personnes qui sont plus dans l'imagerie. Eh ben, nous, on va peut-être commencer à l'utiliser, Isabelle. On va voir ça. On va essayer en tout cas. Je vais passer à un nouvel outil que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Business Model Canvas. Donc, c'est un outil qu'on utilise depuis bientôt, oui, pas loin d'une petite dizaine d'années à Laval Marine Technopole, qui est issu du livre Business Model Generation et qui permet en 9 blocs, en 9 cases, de présenter la façon dont fonctionne l'entreprise. Donc, c'est l'outil qui a été créé par Alexander Osterwalder et Yves Pinger. Donc, ça peut être utilisé par les entreprises déjà existantes, les entreprises en phase de création, ou aussi pour le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Ça peut être aussi une source d'idées d'innovation, puisqu'en étudiant chaque bloc individuellement, on peut réfléchir à des façons de faire différentes. Voilà, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais en allant très vite, je vous montre très vite les 9 blocs. À droite, vous avez les segments de clientèle, donc qui sont vos clients, quelles sont leurs habitudes et leurs attentes. Au milieu, vous avez la proposition de valeur que vous allez délivrer à ces clients. Qu'est-ce que vous leur offrez? Quelle valeur ajoutée ou quelle expérience vous apportez? Ensuite, il y a les canaux de distribution. Comment vous atteignez vos clients? Par quel point d'interaction, pardon? La relation que vous entretenez avec eux, est-ce qu'elle est plutôt personnalisée, automatisée, en présentiel, etc. Et puis, les flux de revenus que ça génère pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça génère en termes de montant? Comment? Est-ce que c'est du récurrent, pas du récurrent, etc. De l'autre côté, sur la partie gauche du Business Model Canvas, vous allez avoir les activités clés et les ressources clés. Qu'est-ce que vous devez faire finalement pour générer cette proposition de valeur et les ressources dont vous avez besoin, matérielles, financières, humaines, etc. Vous avez un bloc qui complète, qui sont les partenaires clés, puisque parfois, enfin même souvent, on s'appuie sur d'autres structures pour délivrer notre valeur. Et puis enfin, en dessous, la structure de coûts que ça génère. Donc, vous avez les flux à droite, les coûts à gauche. Donc, et normalement, c'est censé un petit peu s'équilibrer tout ça. Ou au moins que les revenus soient supérieurs aux coûts. Donc voilà, est-ce que ça, une petite question de chat, je reprends la température, est-ce que ça vous évoque des choses? Est-ce que vous avez déjà vu ces outils, voire même utilisés? On a... Ah, Isabelle, elle connaît tout. Mince, il faut que je lui apprenne des nouvelles choses. Pareil pour Dominique. Bon, bah vous êtes à la pointe, c'est super. Très bien. Bon, bah parfait, je continue. J'ai posé ma question de chat trop vite parce que j'avais prévu de la poser après cette slide, mais c'est pas grave. Donc là, c'est un exemple de business model Canvas de la plateforme LinkedIn. Je pense que la majorité d'entre vous doit connaître, voire même utiliser. Voilà comment on peut représenter assez vite l'usage. Donc on voit qu'il y a différentes couleurs de post-it dans les cases centrales à droite et en bas.
puisqu'il y a différents finalement segments de clients qui sont adressés. Donc, par exemple, pour les utilisateurs occasionnels, la valeur proposée, c'est le partage de son profil et quelques mises en relation. Et on voit qu'au niveau source de revenus, ce sont des comptes de base qui sont gratuits. Après, ils ont également une cible des gros utilisateurs, donc qui vont, eux, vouloir plus de mise en relation, qui veulent accès à des fonctions étendues ou la possibilité d'envoyer des messages à tous les utilisateurs. Donc, eux, on leur propose un abonnement qui varie en fonction de ce qu'ils vont prendre comme options tous les mois. Et puis, bien sûr, il y a aussi les annonceurs avec les publicités et puis les recruteurs RH qui vont de plus en plus sur ce site chercher des profils. Donc voilà, donc là, normalement, c'était ma petite question, mais on l'a déjà faite. Donc, je vous propose de passer à un nouvel outil qui peut-être aussi certains d'entre vous connaissent, puisque je sais que, par exemple, Dominique ou ceux qui sont passés par l'incubateur en ont sûrement entendu parler. Une fois qu'on a identifié ses concurrents, qu'on a pu faire un petit état des lieux de son entreprise, donc on passe à une étape de comparaison avec ses concurrents, bien entendu. Donc, c'est là où je vous parle de la stratégie Océan Bleu. Donc, pour ceux qui connaissent moins bien, c'est assez rapide à présenter. Donc, effectivement, c'est un livre de Kim et Mauborgne qui est disponible à la bibliothèque de la Valmaine Technopole si vous souhaitez l'emprunter. Donc, le constat, c'est que sur tout un tas de marchés, il y a de plus en plus de concurrents. Donc, on voit sur la partie gauche de notre image, là, du plongeur, tout un tas de logos d'entreprises. Et on voit que là, il y a une guerre féroce qui a lieu. Donc, l'océan devient rouge du sang des différents concurrents, puisque tout le monde proposant quasiment les mêmes propositions de valeur, la bataille se fait essentiellement d'un point de vue économique, non sur la baisse des prix, ce qui est de plus en plus compliqué. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se différencier, sortir du lot. Donc, de créer finalement un espace stratégique vierge, un océan bleu, où la concurrence est nulle et non avenue, parce qu'on va en fait délivrer de la valeur différemment et adresser des marchés qui ne sont pas encore adressés. Donc, pour revenir à notre petit tableau de tout à l'heure, là, de la concurrence, quand on a dressé le tableau pour comparer les concurrents, pardon, on peut ensuite remettre tout ça dans un diagramme, donc le diagramme Océan Bleu. Et ici, je vais illustrer ça avec un exemple qui est cité dans ce livre, qui est celui du Cirque du Soleil. Donc, c'est un exemple qui commence à dater un petit peu, mais qui est toujours vrai, parce qu'ils sont toujours différents. Le Cirque du Soleil, en fait, a été créé, si je ne dis pas de bêtises, au Canada. Ils ont voulu se différencier des cirques, des grands cirques traditionnels, donc les cirques où moi, en tout cas, j'emmène mes enfants l'été, puisqu'ils aiment bien aller au cirque. Et donc, on voit qu'en bas, finalement, on dresse tout un tas de critères. Là, on retient un certain nombre de critères qu'on avait vus tout à l'heure dans le tableau, et on va les comparer. Donc là, c'est une courbe qui compare deux typologies, mais on pourrait comparer beaucoup plus de typologies de concurrents différents. Donc, d'abord, on a des critères, comme là, le prix, par exemple, qu'on va exclure. Ce sont des éléments qui n'apportent pas finalement beaucoup de valeur aux clients. Bon, alors l'exemple du prix n'est pas forcément le meilleur critère, mais comme on va le voir après, le Cirque du Soleil va apporter beaucoup plus de valeurs différenciantes, ils peuvent se permettre finalement d'être plus chers que les cirques traditionnels. Ensuite, on a des critères qui vont être atténués. On voit, ça, c'est vraiment ce sur quoi misent à fond les cirques traditionnels avec les animaux, etc. Donc, c'est la présence de vedettes, des numéros avec des animaux, donc on dresse les lions, les éléphants, etc. La vente de confiserie, l'amusement avec les clowns, les acrobaties. Eux, le Cirque du Soleil, ils ont décidé d'atténuer ces critères-là, de ne pas proposer de vedettes ni de numéros avec des animaux, pas du tout de vente de confiserie non plus. Un peu moins d'amusement, donc il n'y a pas forcément de clown, et un peu moins d'acrobatie. Donc pour eux, on peut identifier ça comme des éléments de surcoût dont la valeur n'est pas perçue par les clients. Donc ça, il ne faut pas hésiter parfois à prendre un parti pris assez fort et à dire ça,
ben, je prends le risque de ne plus le proposer à mes clients parce que je pense que ça ne leur apporte finalement pas grand-chose. Ça ne correspond pas vraiment au cœur de leurs attentes. Après, on a des éléments qu'on va essayer de renforcer, des éléments qui étaient moins exploités, mais qui donneraient de la valeur aux clients. Donc, ici, l'attrait du chapiteau, qui n'était pas forcément très fort dans les grands cirques, mais qui est vraiment très fort dans le Cirque du Soleil. Et enfin, on va créer une source de valeur qui n'a jamais été offerte par le marché. Donc, les spectacles à thème, l'ambiance raffinée, la musique et la danse de qualité. Après, juste un petit point de vigilance, si vous arrivez à, ce qui n'est pas forcément quelque chose de simple, hein, on est d'accord, hein, à créer un océan bleu, à identifier un océan bleu, à proposer de la valeur à vos clients là-dessus. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que vous n'allez pas rester longtemps seul sur cet océan bleu. Les concurrents vont s'intéresser forcément à ce que vous faites et vont vouloir proposer des offres pour vous rejoindre et proposer des alternatives. Donc, il faut toujours s'intéresser à votre marché, toujours être en évolution et en avance de phase pour pouvoir répliquer et grappiller des parts de marché et garder une longueur d'avance. Après, je vais passer à un autre outil, mais là, ça va être très rapide parce que je ne vais pas m'étendre dessus, parce que Charlotte le traitera en webinaire le 2 juin. Donc, je vous redonnerai les dates à la fin, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le parcours de l'expérience client. Donc, très rapidement, finalement, c'est de dresser le parcours du client lorsqu'il veut procéder à un achat avec votre entreprise, finalement, d'identifier chaque point d'interaction et puis d'essayer d'identifier également tous les points de friction éventuels ou d'insatisfaction qui peuvent générer des évolutions ou des innovations. Si ça vous intéresse déjà d'en savoir plus, vous avez le lien vers l'article de Charlotte Duval qui parle du parcours de l'expérience client. Alors, est-ce que vous avez des remarques? Je suis un peu là, j'ai terminé ma présentation d'outils. Et est-ce que vous connaîtriez d'autres outils intéressants que vous voudriez partager avec les personnes qui nous suivent, qui sont présentes dans le chat? Des remarques, des questions, d'autres outils que vous avez peut-être utilisés? Un peu de temps de réponse. Non, très clair. Ok. Très bien, je vais poursuivre. Donc maintenant qu'on... Bon, bah parfait. Alors, je continue. Et donc après, vous allez me dire, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah après, moi, ce que je vous propose, c'est de se poser un certain nombre de questions, les bonnes, j'espère, qui vont vous aider, une fois que vous avez dressé cet état des lieux, à imaginer des choses. Donc, par exemple, quels sont les éléments dans mon environnement qui sont en train de changer? Essayez de les lister. Qu'est-ce que le marché, la technologie, la réglementation, la macroéconomie ou la concurrence induisent comme changement sur ma proposition de valeur et mon business model? Est-ce que ces changements offrent de nouvelles possibilités à explorer? Ou bien est-ce qu'ils peuvent me disrupter, me faire disparaître comme Kodak, BlackBerry ou Le Bon Coin, même s'ils ne sont pas tout à fait disparus? Est-ce que mon business model est en train de s'éteindre? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter de nouvelles ressources ou de nouvelles activités? Est-ce que je pourrais faire évoluer mon business model actuel ou en développer de nouveaux? Est-ce que mon panel d'offres me permet d'affronter le futur à venir? Voilà, ça c'est beaucoup de questions auxquelles je n'attends pas une réponse tout de suite, je vous rassure, mais que je vous invite à vous poser en prenant du temps, effectivement, et du recul. Ce que je vous invite à faire peut-être tout de suite là, c'est un petit exercice, chacun j'allais dire chacun chez soi, chacun derrière son ordinateur, sans partager sur le chat cette fois-ci, mais vraiment pour vous. Essayez de repenser à la chaîne de valeur de votre secteur d'activité. Essayez de vous mettre à la place d'un nouvel arrivant.
un créateur d'entreprise, une créatrice d'entreprise, quelqu'un qui veut créer sa start-up dans votre domaine d'activité, essayez d'imaginer, vous, si vous étiez cette personne-là ou si vous deviez la conseiller, dans quel j'arrive jamais à le dire, interstice est-ce que vous iriez? Quelle place vous pourriez prendre ou quelle valeur vous pourriez capter qui ne l'est pas encore aujourd'hui? Donc, une fois que vous avez réussi à identifier ça, ce qui n'est pas simple, bah, le conseil, tout naturellement, ce serait d'essayer d'y aller. Donc, seul ou avec des partenaires, d'autres entreprises, mais en tout cas, ne laissez pas cet espace vide que vous auriez identifié, parce que quelqu'un d'autre viendra forcément un jour prendre cette place. Et puis enfin, bah, si vous passez tout ça à la moulinette, que vous ressortez des éléments et que vous alignez ça avec votre vision, donc la vision de votre entreprise, je suis sûre que vous allez identifier plein de choses que vous pourriez mettre en place et ça va vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Des choses nouvelles à mettre en œuvre. Donc pareil, je vous ai remis un article sur la vision de Christian si ça vous intéresse. J'en arrive à la fin de ma... Hop là, j'étais trop vite. À la fin de ma présentation. Donc pour conclure, nous on pense à la Valmaine Technopole que les entreprises doivent toujours évoluer, doivent exercer leur habilité à constamment adresser de nouvelles opportunités, puisque ça devient finalement intenable, insoutenable d'essayer de garder continuellement ces avantages compétitifs, un petit peu son précaré. Enfin, il faut vraiment toujours essayer d'évoluer pour survivre, à la différence de Kodak ou autre. Donc, voilà pour ma présentation pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des échanges que vous souhaiteriez que l'on traite? Je vous laisse un peu de temps pour taper, hein. N'hésitez pas. Il est moins le quart, on a le temps. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. En tout cas, est-ce que vous préconisez une fréquence pour se poser? C'est une bonne question. C'est Dominique. Là. Oui. Donc effectivement, on a un certain nombre d'outils, on les a utilisés un petit peu au début, quand on a créé la société, enfin quand on est dans la phase d'incubation. Et puis à un moment donné, bah, on passe à autre chose, on est à fond dans le projet. Et de temps en temps, quand on fait des tests, nous on a eu l'occasion de faire des tests avec des clients, donc, des potentiels clients, des prospects, et donc on a mis certaines choses à plat, mais si on n'a pas un œil externe qui intervient à un moment donné, on a tendance à rester le nez dans le guidon. Et est-ce qu'il ne faut pas s'imposer des choses au moins une fois par trimestre ou des choses comme ça, dire bon, est-ce qu'on est toujours dans le vrai, ou je sais pas s'il y a une fréquence, voilà, c'est un peu ça quoi, qui est recommandé quoi. Après, ça va dépendre. C'est vrai que vous, bon, c'est un cas. Nous, on a des cas particuliers. J'ai failli le dire, mais tout le monde est un cas particulier. Mais quand on a une entreprise en création, en tout cas, c'est normal tant qu'on n'a pas vraiment trouvé ses clients, de toujours un peu remettre les choses en question et en mouvance. C'est vrai que pour une entreprise avec plus d'ancienneté, qui a déjà une habitude de travail, de clients, de récurrence, prennent moins souvent le temps finalement justement de se poser. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans sa proposition de valeur finalement. Dès qu'on sent qu'au niveau des clients, et même avant, parce que en tout cas, tous les 5-6 ans au minimum, quand on fait sa stratégie pour les années à venir, il faut se poser ces questions-là. Ça peut être au niveau d'un produit, mais non, enfin, j'ai pas.
c'est une question difficile, ça va vraiment dépendre de chaque entreprise, mais en tout cas, il faut toujours rester en tâche de fond, finalement, ces outils-là, par exemple, de comparaison de la concurrence. Quand on est constamment en veille, on va voir des choses nouvelles. Et du coup, on va se dire, tiens, c'est vrai que là, on n'est plus trop aligné. Nous, en tout cas, au niveau de l'équipe du pôle service, j'ai le sentiment qu'on est quasiment tout le temps en train de se poser ces questions-là, finalement, et d'essayer de réadapter certaines choses, de changer la façon de faire sur telle offre qu'on a aux entreprises, etc. Enfin, mais ça dépend aussi du temps que l'on peut y consacrer, puisqu'il faut aussi faire tourner l'entreprise, bien entendu. Yes, merci Sandrine. Alors, il y a une autre question de Sonia de Hop Up Up Design qui demande l'intérêt d'utiliser ces outils seuls ou avec des personnes externes à la société. Effectivement, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, d'échanger. Nous, quand on utilise ces outils-là dans le cadre du programme Apollo pour les entreprises, on le fait avec un équipage de 4 à 5 personnes de l'entreprise. Donc, le ou la dirigeante et puis 2 à 3 autres personnes de l'entreprise. Les regards croisés sont toujours très, très, très importants et riches. En ayant des gens de services différents, d'âges différents, de milieux sociaux différents, de sexes différents, d'âges différents. Voilà. Plus vous allez avoir des regards larges et plus ça va être riche dans les échanges, en fait. Alors après, les personnes externes à la société, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi trouver des personnes. Parce que ça peut être quelque chose d'un peu chronophage, donc il faut soit trouver des bonnes volontés, des fois on peut dans le cadre de certains réseaux, comme le centre des jeunes dirigeants ou peut-être Bouge ta boîte propose ce style de regard croisé ou d'échange, ou des gens avec qui vous avez confiance ou autre. Mais en tout cas, nous, on encourage à ne pas faire ça seul, ou alors si vous le faites seul, de montrer les fruits de votre réflexion à des personnes et les confronter. Ouais. J'espère que j'ai répondu. Merci Sandrine. Ensuite, question de Roland de l'entreprise Denio qui nous demande si on a un exemple concret de notre pratique et des circonstances d'une entreprise qui, suite à notre intervention, a changé sa stratégie commerciale. Oui, alors l'exemple le plus, comment dire, pas le plus frappant, c'est pas le terme, mais un exemple qu'on partage souvent, c'est celui de l'entreprise Deschamps. C'est une entreprise traditionnelle de charpente bois, métal, et qui a fait le programme Apollo en 2016 et qui se posait vraiment des questions. Alors, c'est marrant parce qu'elle est venue nous voir avec un positionnement en disant voilà, j'ai vu qu'il y avait la réalité virtuelle, j'aimerais l'intégrer dans mon entreprise, j'aimerais faire des choses avec la réalité virtuelle, mais je ne sais pas quoi. Et donc là, on a fait tout un programme Apollo, un accompagnement où finalement, on accompagne l'entreprise à retourner voir ses clients et poser les bonnes questions. Donc, ça fait vraiment l'état des lieux de l'entreprise. Donc là, pour le coup, qui n'avait pas dû être fait depuis un certain nombre, depuis quelques temps, j'imagine. En tout cas, peut-être depuis qu'elle avait repris l'entreprise familiale. Et ce qui est ressorti de ces échanges, c'est que du coup, les clients se sont rendus compte que les clients, ils n'avaient pas forcément besoin d'une charpente. Ce n'est pas une charpente dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un espace de vie, un espace de travail. Et donc, suite à ça, ils ont mis au point Aisance, qui sont des modules, des blocs modulaires en bois pour les extensions d'entreprise. Donc, c'est un nouveau produit. Alors, ça a été vraiment une stratégie commerciale différente pour eux, puisque c'est la première fois qu'ils avaient finalement un produit propre avec un nom de marque et une commercialisation propre vers les entreprises. Ouais. Yes. Ensuite, il y a une question donc, de Laetitia de Géose. Donc, la question, c'est quel type de questions cette entreprise a posé à ses clients et est-ce qu'on a des exemples? Je te propose de répondre du coup, puisque j'ai participé à l'accompagnement de Deschamps. En fait, comment ça a été fait, c'est que les questions, c'est des questions très, très ouvertes. On pose d'abord des hypothèses, des choses, on dit voilà, moi je pense que mes clients veulent ça ou je pense que mes clients
ont envie de fonctionner comme ça. Et donc, les questions qu'on pose, c'est des questions qui sont très ouvertes pour faire en sorte que ce soit plutôt un format d'une discussion presque informelle que vraiment une enquête, un entretien qui semble très étudié. Donc, c'est plutôt sous la forme de la discussion informelle pour amener la personne à donner des réponses sur voilà, la dernière fois qu'ils ont fait une extension de bâtiment, à qui ils ont fait appel, à qui ils ont pensé en premier, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. C'est vraiment plus sur l'expérience et sur ce qui s'est passé effectivement dans le passé plutôt que ce que les personnes aimeraient faire dans le futur au prochain projet de bâtiment. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Laetitia. Merci, Ok. Charlotte. Juste avant que certaines personnes ne nous quittent, donc vous allez recevoir tout ça et donc vous aurez mon contact. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi ou mes collègues. Et puis je mets juste les dates des prochains webinaires si vous souhaitez déjà vous inscrire. Donc ça portera sur la valeur que l'entreprise apporte à ses clients mardi prochain. Et puis sur le parcours de l'expérience, j'en ai parlé le mardi suivant. Et donc après, il y a Aline qui avait une autre question. Non, c'était un exemple. Hein. Qu'est-ce qui vous manque? Quelle serait l'offre idéale pour vous? Voilà, c'est le genre de questions que vous poseriez en tout cas à vos clients, Aline, si j'ai bien compris. Alors nous, on ne pose pas forcément ce type de questions. On pose plutôt des questions, comme disait Charlotte. On essaye de cerner alors c'est des méthodologies de design thinking, enfin d'approche centrée client, où on essaye de voir comment fonctionne la personne dans son environnement lorsqu'elle fait tel ou tel type de choses ou lorsqu'elle a besoin de telle ou telle chose, comment elle fait à l'heure actuelle et puis à quelle fréquence, quels sont les problèmes qu'elle rencontre, à quelle fréquence. Et ensuite, on essaye d'imaginer autour de ces problèmes une façon d'y répondre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques, des choses à partager? Bon, bah, écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, moi, je vais vous remercier pour votre attention, puisque vous n'avez pas fait beaucoup de bruit, vous avez été très sympathique avec moi. C'était la première fois que j'animais un webinaire d'une heure à destination d'entreprise. J'en avais déjà fait, mais dans d'autres contextes. Et puis, voilà, ça s'est fait. Je suis contente. J'espère que vous aussi. C'était très bien, Sandrine. Merci beaucoup et bravo. Merci tout le monde. Ouais, merci, Sandrine. Je vais vous souhaiter une bonne Merci. Au revoir. Ouais. À bientôt. Merci. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.